Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans BFM Politique sur BFM TV. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est notre invité aujourd'hui, candidat de la France Insoumise à l'élection présidentielle. Bonjour, merci d'être avec nous. Je voudrais que nous commencions avec l'actualité. Il y a 10 jours, Théo, un jeune homme, est arrêté à Aulnay-sous-Bois. Intervention très virile pour le moins. Une enquête de l'IGPN. Non, pas du tout. Moi, je suis viril et je ne viole personne avec une matraque. Donc agressif, c'est le mot que vous choisissez, vous? On peut même dire criminel, vous savez, ça, violer quelqu'un, c'est 15 ans de réclusion. Commençons sur de bonnes bases, Jean-Luc Mélenchon. Laissez-moi terminer ma première phrase et comme ça les règles seront super sympas pour l'heure qui vient, les 2 heures même. L'IGPN, la police des polices, conclut à un acte non volontaire. Une enquête est toujours en cours. Il faut préciser ça, c'est important. L'information judiciaire n'a rien à voir avec l'enquête de la police des polices. C'est en cours. Il y a des manifestations de soutien à ce jeune homme un peu partout en France. Certaines se passent bien, d'autres un peu moins. Vous répondez quoi aux gens qui expriment cette colère au-delà de la justice, au-delà de la réponse que la justice doit apporter? Moi, j'essaye d'exprimer un point de vue qui est celui d'un citoyen qui aime sa patrie. Il ne peut pas être question qu'on continue à traiter de cette façon des gens au seul motif que leur couleur de peau n'est pas celle des agents qui les interpellent. Et je dois faire 2 précisions. La première, c'est que je suis persuadé que la masse des policiers républicains est révulsée par ce type de pratique. Et j'ajoute que comme elles ont tendance à se multiplier et qu'elles semblent venir souvent de ce qu'on appelle les brigades spécialisées de terrain, eh bien, pour ma part, je pense qu'il faut les dissoudre. Exactement comme on avait dissous les pelotons de motocyclistes voltigeurs au moment où Malik Oussekine, qui passait dans la rue, exactement comme Théo passait dans la rue, avait été victime mortelle de cette unité qui, du fait même de sa pratique, conduisait à des résultats semblables. Donc moi je veux dire que des millions de Français dorénavant, originaires de toute l'Afrique ou des départements et territoires d'outre-mer, se sentent menacés aujourd'hui, et c'est un comble, ils se sentent menacés par des interventions intempestives du genre de celles de ces policiers. J'ajoute encore autre chose. Il faut tous travailler à la paix civile, à la concorde, au rassemblement. Voyez-vous, hier, il y a eu 2 heures de manifestation à Bobigny. Des discours admirables, avec des dizaines de jeunes s'exprimant avec force, tranquillité, disant leur fierté d'être français et leur volonté de s'approprier la patrie. Et hier, toute la soirée, on a vu en continu les images de 3 ou 4 qui ont mis le feu à une voiture, alors même que tous ceux qui s'étaient exprimés avaient appelé à ce qu'il n'y ait aucune violence. Donc, je supplie que chacun assume sa responsabilité, et notamment les chaînes d'information en continu. Je sais qu'il n'y a pas de mauvaise intention, mais je vous dis, assumez le fait que vous êtes contributeur de la paix civile. Ce qui explique aussi que l'on montre, par exemple, les images de manifestations à Toulouse, par exemple, qui se sont, elles, très bien passées. Il y a, oui, Jean-Luc Mélenchon, justement, aussi. Comment, au-delà de ça, comment recrée-t-on ce dialogue, parce que la police doit exister. Il y a d'ailleurs, cette semaine, un examen de loi. L'Assemblée a adopté un projet de loi sur la protection des policiers qui vise à étendre le domaine de l'application de la légitime défense, ce calendrier qui est un calendrier qui peut paraître étrange, mais c'est une réalité. C'est clair. Comment fait-on pour renouer ce lien? D'abord, merci d'avoir remarqué le caractère étrange du vote d'une loi de cette nature par une majorité composée de députés du PS qui viennent d'élire quelqu'un comme candidat qui veut abroger la loi El Khomri pendant qu'ils sont au pouvoir. Ils devraient le faire au lieu de discuter d'étendre le domaine de la légitime défense. Je supplie qu'on comprenne qu'il y a une volonté de je ne sais qui de multiplier les provocations. Et on a l'impression qu'on pousse à un affrontement. Certains ont l'air de souhaiter des émeutes de banlieue pour pouvoir avoir une élection présidentielle qui se déroule sur fond de violence, d'excès de toutes sortes. Alors, pardonnez-moi de vous interrompre, ça veut dire quoi? Oui. Ça profite à je ne sais qui? Eh bien, à qui clairement, est-ce que vous pensez clairement? Oui, je pense que des gens agissent par idéologie. Je connais beaucoup de policiers, beaucoup, plus que ce qu'on imagine. Eh bien, je ne trouve trace chez eux de l'état d'esprit dont témoignent des gens qui prétendent par accident baisser le pantalon et la culotte de quelqu'un pour lui enfoncer 10 cm de matraque entre les fesses. Voyez-vous, je n'en connais aucun qui porte cet état d'esprit. Donc je dis, ceux qui se comportent de cette manière le font par idéologie. Ils le font parce que dans leur esprit, il est nécessaire d'humilier une partie de la population de notre pays, parce qu'ils s'en font une représentation absolument ahurissante. Nous sommes tous Français dans ce cas, et nous avons droit à être protégés de la même manière. Vous m'avez demandé comment faire pour rapprocher. Eh bien, il y avait une solution qui fonctionnait, c'était la police de proximité. Et il faudrait faire en sorte que dans de nombreux endroits en France, la seule présence du service public, ça ne soit pas précisément les brigades spécialisées de terrain, que ce soit tout le reste du service public. Tout le monde est parti, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela, il n'y a plus de planning, il n'y a plus personne. Il reste juste des policiers qui patrouillent. Ce n'est pas une situation normale. La police de proximité
est la solution. Et j'ajoute, la formation professionnelle et une éthique irréprochable de ceux qui sont dépositaires de la loi. Ça prend du temps, Jean-Luc Mélenchon. Une formation irréprochable. Vous avez raison. C'est pourquoi il faut purger dès maintenant les éléments malsains. Et les 2 ou les 3 qui sont inculpés doivent être immédiatement radiés de la police nationale. On ne peut pas avoir de tels éléments dans nos rangs. Voilà ce que j'ai à dire. Ce projet de loi sur la sécurité des policiers, sur cette légitime défense étendue, ce projet de loi est légitime selon vous? Il doit exister? Il répond à un besoin concret des forces de l'ordre? Je ne le crois pas. Je pense que pendant des générations, l'ordre public a été maintenu sans qu'on ait besoin de recourir à de telles méthodes. Et je ne suis pas d'accord pour une délégation de peine de mort à une personne qui, bien sûr, dans une situation particulière, viendrait à sortir son arme. Ça existe pour les gendarmes. L'idée, c'est d'aligner police et gendarmerie. Je le sais, mais la gendarmerie et la police n'accomplissent pas les mêmes missions dans les mêmes contextes. Et il faut dire que le rôle des policiers qui sont dispersés sur le terrain est un rôle autrement plus éprouvant pour les nerfs et la fatigue physique, surtout quand on les met à contribution dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire où ils font des centaines d'heures supplémentaires qui ne sont jamais prises ensuite. Il faut donc se donner des précautions parfois contre soi-même. Tout le monde le sait. Et je crois que ce n'est pas le moment, après des incidents de cette nature, de venir avec une loi sur la légitime défense. Parce que la légitime défense des policiers pourrait très bien appeler demain je ne sais quelle autre légitime défense de gens qui refusent de se faire enfoncer des matraques dans l'anus. Ce ton que les Français vous connaissent, ce bruit, cette fureur quand vous citiez Hugo en 2012, cette colère que vous incarnez, ces gueules cassées dans votre public que vous défendez, dont vous voulez être le porte-parole. Est-ce que vous avez peur qu'à un moment donné, cette colère se transforme en résignation? Écoutez, la colère, elle a sa place et elle doit pouvoir s'exprimer. Mais tout aussitôt, il faut que la raison l'emporte. Personnellement, je suis à la fois quelqu'un de passionné et un philosophe. Enfin, j'essaye de l'être. Hein. Et je sais combien trop de gens aujourd'hui ont décidé de tout abandonner. C'est-à-dire, ils n'iront pas voter. C'est ce qu'ils disent. Beaucoup d'entre eux le disent. Et nous faisons tous nos efforts pour les ramener. Cet été, mes amis, au lieu de prendre des vacances, ont fait une caravane dans tout le pays, sont passés dans presque 100 quartiers pour dire aux gens, écoutez, si vous voulez que quelque chose change à votre vie, alors mêlez-vous-en. Et on l'a fait sous une forme un peu, comment dire, on va dire rustique. Hein. Nos affiches disaient je vote, il dégage. Eh bien, c'est à ça que j'appelle les gens, en effet. Il y a dans notre pays un courant dégagiste qui dégage tout le monde. Et je leur dis, utilisez les bulletins de vote pour dégager. Parce que nous devons, par-dessus tout, rester une grande nation pacifique et démocratique. Vous n'avez pas peur que certains vous résument à cette cosmétique de la politique? C'est vrai que Lénine mettait sur ses affiches un coup de balai il y a déjà très très longtemps, mais on pourrait aussi vous dire, Jean-Luc Mélenchon, vous voulez être philosophe, vous voulez changer les choses en profondeur, mais vous adressez aux gens en leur disant dégagez-les. Oui. Oui, pourquoi pas. C'est-à-dire que les gens qui ne s'intéressent pas aux détails retiendront toujours qu'une image de vous savez attendez, de vous, de votre sourire, du mien. Mais monsieur, voici mon programme. Je dois être le seul candidat aujourd'hui qui a un programme. Je ne l'ai pas fait tout seul, il a été préparé pendant 8 mois. Tout à l'heure, vous allez m'interroger sur son contenu. Donc, il ne faut pas, si vous le voulez bien, arrêter à une caricature sans cesse reproduite de quelqu'un qui parle fort. Non, justement, je vous interroge sur le risque d'être résumé à ça. Il n'y a pas de risque à ce que je sois, moi, le déclencheur. Je suis l'accompagnateur. Et lorsque je dis qu'il y a un courant dégagiste dans notre pays, j'observe qu'il s'est chargé de tout le monde. Et je lui dis, vous pourrez moi aussi me dégager, parce que si vous votez pour moi, il y aura une constituante, une assemblée constituante, il y aura une règle. Je le suggère, je le proposerai, le référendum révocatoire qui permet à tout moment aux citoyens, s'ils sont en nombre suffisant, évidemment, de révoquer un élu, quel qu'il soit, le maire, le président de la République, le député. Et moi, je crois à la démocratie, je crois au bulletin de vote. J'adjure les gens de comprendre que se résigner ne mène nulle part. Il faut s'intéresser à sa patrie pour la raison que si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupe de vous. Et reste aux gens à le comprendre. Mais moi, j'admets qu'ils soient très dégoûtés et très déçus, car le gouvernement Hollande aura été, les gouvernements Hollande et les ministres qui l'ont composé auront été des gens qui auront battu des records de duplicité. Soyons pratiques. Cette 6e République, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes élu, vous êtes président de la République française. C'est quoi le premier geste qu'allez-vous faire tout de suite
pour aller vers ces nouvelles institutions. Ah, pour aller vers cette... Eh bien, l'article 11 de la Constitution permet de convoquer par référendum une assemblée constituante. Donc on demandera au peuple français, êtes-vous d'accord? Est-ce que nous le faisons? Alors oui, non, voilà, ça se fait tout de suite. Cette assemblée sera constituée. Pour ma part, je proposerai 2 caractéristiques. La première, c'est que ne pourront être élus à cette assemblée constituante que des gens qui n'ont jamais été élus auparavant dans les autres assemblées. Non que je veuille les décrier, mais parce que je veux que tout le monde ait la garantie que ceux qui sont là ne défendent pas des positions déjà acquises, même si je ne dis pas que d'anciens élus le feraient, mais je veux que tout le monde soit sûr de ça, car nous avons besoin de confiance. Et la deuxième caractéristique, c'est que j'estime qu'une partie de cette assemblée devrait être tirée au sort. C'est-à-dire des gens, vous savez, on confie au tirage au sort les jurys des tribunaux, voilà, bon, d'assises, c'est-à-dire dans des cas où ce sont des cas extrêmes, où il y a eu crime, etc. Et par conséquent, le tirage au sort peut aussi nous permettre d'avoir en quelque sorte un contournement général de toutes les structures pour que viennent des gens qui sont là parce qu'ils ont été tirés au sort. On a le droit de refuser quand on est tiré au sort, on a le droit de dire « moi je m'en sens pas capable, j'y vais pas ». Mais en tout cas, la possibilité doit en être donnée. Ce dont nous avons besoin, c'est de reconstituer la confiance du peuple français, pas dans ses élus, mais en lui-même, parce qu'il finit par douter de lui-même. Comment est-ce que l'on mène de front cette refonte des institutions et en même temps la vie du pays, sa quotidienneté, et ce qui est votre quotidien, mon quotidien, le quotidien de ceux qui nous regardent? Vous avez raison de poser la question, parce que des fois on me l'a posée en me disant, mais alors on comprend pas, qu'est-ce qui va décider pour le tout venant? On aura une assemblée, celle qu'on aura élue en juin 2012, et elle fera son travail, et pendant ce temps l'assemblée constituante travaillera. J'ai été observer ce processus dans plusieurs pays où ça a été appliqué. Je pense à un en particulier, qui est l'Équateur, où les choses se sont passées comme ça. Il y a eu une assemblée nationale qui travaillait, et pendant ce temps-là, il y avait une assemblée constituante qui avait le temps de prendre son temps et d'écouter des tas de gens qui sont venus à la barre de cette assemblée pour faire des propositions, y lire des pétitions, amener les demandes de leur collectif, soit de travail, soit de village. Et je crois que cette méthode m'a convaincu. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut lui donner du temps. On ne prend pas le risque de reconstituer une forme de caste que vous décrivez? Est-ce qu'il n'y a pas nécessairement dans le fonctionnement des institutions la mise en place d'un système et de gens qui en profitent et à un moment donné ça remet en place? Vous n'avez pas tort. Bien sûr, c'est toujours le cas. Au bout d'un moment, toute structure a tendance à se durcir, à se pétrifier. C'est pourquoi il faut l'aérer, le renouveler à intervalles réguliers. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'on se sent obligé de faire une révolution pour faire ça, alors que c'est de l'hygiène élémentaire de la vie politique. Bon, je sais pas, vous refaites votre lit chez vous. Quand vous le refaites, vous le défaites. Et puis vous secouez les draps. Il faut faire pareil. C'est une activité, en quelque sorte, normale, légitime, naturelle. Alors, moi, je prône une révolution citoyenne, mais c'est ça que ça veut dire. On fait un grand changement avec des méthodes démocratiques, pacifiques, tranquilles, en n'ayant pas peur des polémiques. Des fois, il y en a. Par exemple, les gens sont pour un régime parlementaire, les autres pour un régime plus présidentiel, les autres pour entre les deux. C'est normal qu'on parle de tout ça. Et puis surtout, ce que je voudrais vous dire, au-delà même de la politique à cet instant, et écoutez l'historien, en quelque sorte amateur que je suis, le peuple français, à intervalles réguliers, a besoin de se reformer en tant que peuple. Nous avons été travaillés depuis 1958 par des vagues successives de gens qui sont partis de la campagne pour aller à la ville, qui sont venus d'autres pays, et notre peuple a été brassé dans tous les sens. Il lui faudrait maintenant décider de la règle du jeu politique, parce qu'en le faisant, je vous reconnais des droits, vous m'en reconnaissez, et tous les deux, nous savons comment nous allons vivre ensemble dans un même pays et dans un même peuple. Voilà à quoi sert une assemblée constituante, à rassembler, à unir, à fédérer le peuple. Est-ce que c'est le meilleur moyen de répondre à cette France qui se redessine, en fait, comme d'autres pays en Europe et dans le monde? Il y a une paupérisation des classes moyennes, il y a une nouvelle forme de révolution qui va arriver. Sera-t-elle numérique, écologique? Faudra voir. C'est plus tout à fait la France du métro. On n'est plus dans cette France-là aujourd'hui. Du métro aussi, parce que du moi, métro, oui, du métro, non. Ma carte, je parlais de l'encyclopédie, vous savez, des mouvements ouvriers. On n'est plus tout à fait là. Et alors? Est-ce que cette assemblée constituante, cette 6e République, c'est le meilleur moyen de répondre à cette nouvelle France? Le meilleur, monsieur, on dit que la perfection n'est pas de ce monde, je me demande de quel monde elle peut être. Mais bien sûr qu'on n'est jamais sûr que ce qu'on propose est absolument parfait. Mais est-ce que vous voyez un autre moyen que la démocratie pour régler les problèmes? Moi, non. Je suis absolument hostile
à quoi que ce soit d'autre que la démocratie, c'est-à-dire ni la Commission européenne qui décide à notre place, ni les coups de bâton et la barricade. C'est pas mon point de vue. Moi, je crois à la démocratie. Je crois que les bulletins de vote transforment ceux qui s'en servent. Et quand on dit qu'on fait une assemblée constituante, eh bien, on devient révolutionnaire, même si on ne sait pas qu'on est en train de l'être. Vous parlez des bulletins de vote, justement, nous sommes en pleine campagne présidentielle, permettez-moi de vous parler de politique. Oui, il y a un autre homme à gauche qui est pour une 6e République qu'il a été, c'est Benoît Hamon. Des discussions doivent avoir lieu. Auront-elles lieu d'ailleurs vraiment ces discussions avec vous et Yannick Jadot? Moi j'y suis prêt, mais je ne veux pas jouer la comédie. Autrefois, l'union c'était un combat, d'accord? On se battait pour l'union parce qu'il y avait en quelque sorte les années où il y avait des grands partis, les gens étaient très organisés. Bon, là, on est plutôt dans la posture. Regardez ce que vous voyez là. On dirait moi en 2012. Vous avez sur l'image, vous avez le rouge et le vert. Ce sont les couleurs de mon parti. Ma cravate rouge, mon costard noir. Bon, on a l'impression qu'il joue une sorte de revival, comme on dit, une version colorisée des années 2012. Il y a beaucoup de postures dans tout ça. Mais ça vous Cette union pas de qui fait, était hier si vous un dites combat. C'est moi en 2012, Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas un terrain favorable? Bien sûr, il y a un terrain favorable pour tout ce que vous voulez, monsieur. Mais écoutez-moi jusqu'au bout. Ça sent quand même la combine. Ce qui était un combat devient une combine. Moi, je pose une question simple. Je dis, nous ne sommes pas en train de faire le congrès du PS. Je comprends que Benoît Hamon le fasse. Il essaye de rassembler sa famille politique avec des choux et des carottes en additionnant tout ce qu'il veut. C'est son problème et je respecte son droit de le faire. Mais nous, c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est gouverner pour faire un grand changement, un grand pays. Donc, il ne peut pas être question de faire une Assemblée nationale dont les 2/3 seraient composés de gens qui vous attendent au coin du bois parce qu'ils ne veulent pas abroger la loi El Khomri vu qu'ils ont élu Mme El Khomri comme députée, qui ne veulent pas abolir les lois de M. Valls vu qu'ils l'ont élu comme député, qui ne veulent pas abolir la gestion absurde de l'hôpital public qui a été celle de Mme Touraine vu qu'ils vont l'élire comme député. Donc, je supplie qu'on soit sérieux. Et alors justement, ça veut dire que votre fin ne légitime pas tous les moyens. C'est la question que je vous pose. Finalement, je sais que vous n'aimez pas ça, mais si on fait de l'arithmétique un peu simple, finalement, vos voix plus celles de Benoît Hamon vous permettent en théorie d'accéder au second tour. Plus celle de M. Macron, plus celle de M. Fillon. Non, juste vous et Benoît Hamon. Et donc peut-être demain de gouverner. C'est ça votre fin, Jean-Luc Mélenchon? Bien sûr que c'est mon objectif est de gouverner, mais il faut le faire sur une base qui soit respectueuse de l'opinion des Français et de leur volonté. Les Français ne veulent plus de combine, d'accord? Moi, je vous dis, j'ai un programme. Vous êtes d'accord? Le voici. Il y a 357 mesures. Il y a 40 livrets qui vont en être déclinés. Le 19 février prochain, je donne rendez-vous à tout le monde sur ma chaîne YouTube, 5 heures sur le chiffrage de ce programme. Donc, vous pouvez vous adresser à moi et me mettre en cause, me discuter, m'approuver le cas échéant. Dites-moi où est le programme dont il est question. Vous me dites la 6e République, M. Hamon est d'accord avec vous. Mais j'en suis heureux. Non, je ne dis pas il est d'accord avec vous, je dis lui aussi, on a parlé. Parfait, il en a parlé. Il a aussi parlé de toutes sortes de sujets. Je suis très heureux de voir que mes mots se répandent partout, j'en suis content. Mais après, il faut passer à l'acte. Quelle 6e République? Comment on fait? D'ailleurs, vous avez commencé par ça. C'est la question qui vous est venue tout de suite à l'esprit, dire, bon, comment vous faites, monsieur Mélenchon? Ben, figurez-vous, quand je vous réponds, nous faisons une assemblée, donc il y aura des élections, donc il y aura du tirage au sort, c'est pas des détails tout ça, c'est ce qui montre comment ça va se faire. Eh bien, je dis à monsieur Hamon, comment il compte faire? Je me souviens qu'à un moment donné, il parlait d'un vote, un référendum qui aurait lieu au mois de juillet. Sur quoi? Qui aura décidé? Il parle d'un 49.3 citoyen. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, un 49.3 citoyen? Le contenu de cette mesure est absolument incompréhensible. Car 49.3, c'est le moyen dont dispose le gouvernement pour bloquer un vote de l'Assemblée. Est-ce que les citoyens auront donc un accès à bloquer le vote de l'Assemblée? Mais c'est le gouvernement qu'il faut contrôler, c'est pas l'Assemblée, puisque ce sont vos représentants. Je sais que tout ça est technique, mais c'est dans la technique que la sincérité se vérifie. Car c'est rien de proclamer des grands principes si on ne dit pas comment ils vont s'appliquer. Bon, j'espère que je ne dis pas trop de mots à la fois. Non, Jean-Luc Mélenchon, nous accueillons Yannick Halimi du Parisien, et qui va vous questionner également. On va parler politique internationale.